Bon, l'histoire des histiocytoses, l'histoire moderne, ça a commencé en 2010, donc il n'y a pas si longtemps que ça, avec la détection d'une mutation de BRAF dans une série d'histiocytoses. Et puis, effectivement, ça a amorcé beaucoup de choses. C'est important parce que c'était, jusqu'à cette époque, jusqu'en 2010 à peu près, généralement considérées comme des maladies inflammatoires et non pas comme des néoplasies. Et en fait, ça a changé quand même la vision globale de la maladie. On est passé de maladies rares à néoplasie. On s'en est d'ailleurs rendu compte dans pas mal d'appels d'offres. Quand on demandait des sous, on demandait à maladies rares, on disait non, vous êtes des néoplasies. Quand on demandait à néoplasie, non, vous êtes des maladies rares. C'était souvent un peu compliqué, mais bon, voilà. Et puis ça a aussi changé la conception de cette maladie, oui, puis ça a changé aussi la façon de traiter les patients, au moins les patients atteints de formes graves. Alors avant, il y avait déjà quand même quelques prémices sur la clonalité de ces maladies. Il y avait déjà eu des papiers qui avaient montré que soit les histiocytoses acellules de Langerhans et LCH, soit les maladies d'Ardheim-Chester, plus pour l'adulte et donc ECD, étaient clonales sur des petites séries. Et puis il y avait eu des tentatives de thérapie ciblée, notamment avec le GM-CSF, mais enfin, c'était ridicule par rapport à ce qui a été apporté par la présence de mutations de BRAF. Vous voyez, quand on traite les patients avec des inhibiteurs de BRAF, ça marche. Ça marche également avec des inhibiteurs plus en aval, comme le tranitinib, qui sont donc des inhibiteurs de MEK. Donc globalement, la façon de traiter les patients a changé chez l'adulte, mais aussi chez l'enfant. Le premier cas, c'était Sébastien Héritier avec Jean Donadieu qui avait montré ça. Et puis là, c'est une photo qui a été envoyée par un collègue. Je devrais la montrer. Ah ben, ça fait plaisir d'envoyer. Non, mais c'est vrai que c'est important parce que ça a quand même changé. Il y a quand même des endroits dans le monde où des grosses chimiothérapies aplasiantes, c'est pas si confortable. Il y a un risque, faute de moyens, assez élevé. Et pouvoir traiter des bébés avec des petits comprimés qu'on broie et qu'on met dans le lait et ça se passe généralement bien, c'est quand même plutôt bien. C'est un véritable progrès. Et Jean a maintenant une très grosse série d'enfants qui va bientôt être acceptée. Voilà, donc ça a beaucoup changé des choses. Par contre, effectivement, sur le côté mise en évidence des mutations, il faut quand même faire attention. Parce que on cherche des mutations somatiques dans des tumeurs, et donc en France par exemple il y a des plateformes de recherche de mutations somatiques dans des tumeurs qu'on cherche dans les tumeurs du côlon, dans les mélanomes, dans les poumons, dans pas mal d'autres tumeurs de plus en plus. Et finalement pourquoi pas le faire aussi dans les histiocytoses. Pourquoi pas, c'est vrai, mais il faut faire un petit peu attention parce que généralement quand on cherche des mutations dans les tumeurs, on est plutôt de ce côté-là en termes de fréquence de variants alléliques, c'est-à-dire qu'on a généralement, on va sélectionner des zones où il y a pas mal de cellules tumorales et on va avoir pas mal de mutants, alors que dans les histiocytoses, vous voyez qu'il y a à peu près un quart des patients pour lesquels on est en dessous de 5%, et donc on risque de passer à côté quand on utilise des techniques standards. Alors, c'est vrai que plus les techniques sont sophistiquées, plus c'est cher, et donc les plateformes ne vont pas systématiquement faire de la PCR digitale pour aller chercher des mutations. Donc il y a un risque quand même d'aller rater des patients et d'en rater à peu près un quart si on utilise des techniques après standard qui ne vont pas prendre en général des variants alléliques à moins de 5%. L'autre point qui était important, c'est que pour certains cliniciens, effectivement, trouver qu'il y a très très peu de mutants dans un tissu tumoral, est-ce que c'est pas du rien du tout? Est-ce que c'est pas une contamination? Ben non, parce que finalement, dans cette série-là, donc chez les patients qui étaient traités à la pitié, que les patients aient très peu de mutants en variants alléliques ou beaucoup, ça change rien, ils répondent au traitement. Donc c'est pas, ça vaut le coup effectivement de les dépister. Donc c'est un point sur la recherche des mutations. Ça, c'est pour les mutations de BRAF, et donc on les fait de façon ciblée. Alors ça sert à quoi globalement chercher ces mutations? Ça peut aider pour le diagnostic, effectivement, parce qu'il y a de temps en temps, on a des toutes petites biopsies, une petite biopsie d'hypophyse, on voit quelques macrophages. Est-ce que c'est effectivement une localisation d'histiocytose? C'est difficile. Ou de biopsies osseuses aussi qui ne sont pas terribles. Ça a permis, on va y revenir un petit peu, de comprendre les mécanismes, côté néoplasique, les classer un peu mieux. Ça permet de les traiter. Ça a aussi un intérêt pronostique, puisqu'au moins chez l'enfant, dans la grosse série qui avait été faite sur la série pédiatrique, effectivement, c'est les patients qui ont des mutations de BRAF ont un plus mauvais pronostic, et en plus, mêlé à d'autres éléments, pourrait permettre de prédire une atteinte neurologique plus tardive.
Alors ça avait permis de mieux classer les tumeurs. Effectivement, le problème des histiocytoses, c'est que c'est très rare et qu'en plus, il y a pas mal d'entités. Il y en avait une centaine qu'on a essayé de mixer là-dedans. Et finalement, essayer de mettre en 5 groupes, c'était un des apports du moléculaire. C'est-à-dire que, en gros, toutes celles qui étaient mutées, on les avait mis dans ce groupe-là et ça réunissait les Langerhans et Erdheim-Chester et puis d'autres moins fréquentes. Et puis déjà, vous voyez que, bon, effectivement, BRAF constitue une bonne partie, la mutation V600E de BRAF, mais que c'est pas que ça et que finalement, il y avait quand même pas mal déjà à l'époque, enfin, l'époque c'était en 2016, mais déjà à l'époque, il y avait effectivement un certain nombre de mutations qui étaient apparues et celle-là avait été détectée plutôt avec effectivement des techniques plus larges comme le NGS, soit exome, soit éventuellement ciblé. Et puis d'autre côté, il y avait d'autres histiocytoses sur lesquelles il y a encore moyen de travailler. Donc ça avait pas mal avancé sur ce domaine-là. Ceci étant, cette classification, effectivement, c'était un bon point pour avancer, mais c'est déjà périmé parce que finalement, on avait mis par exemple ici tout ce qui était le groupe Rosai-Dorfman comme non muté à l'époque et finalement en s'améliorant un peu dans la sensibilité et dans les séries de patients, on se rend compte que ces patients, d'abord il y a quelques cas de Rosai-Dorfman authentiques qui sont clairement mutés avec BRAF ou d'autres gènes et puis récemment vous voyez il y a des patients qui sont avec des formes un peu bizarres qui sont dans un des groupes et puis dans l'autre et qui finalement cliniquement sont typiquement Erdheim-Chester, histologiquement sont typiquement Rosai-Dorfman et ils ont des mutations. Donc finalement, il y a encore de quoi creuser, il y a encore de quoi améliorer cette classification. Et là, je crois qu'il faut vraiment mélanger, comme dans pas mal de tumeurs, finalement, le moléculaire avec l'histologie et puis la clinique pour arriver à refaire des entités. Alors où est-ce qu'on en est effectivement dans ces mutations? Globalement, là c'est... Alors, je ne sais plus dans quel sens je suis. Oui, les mutations de BRAF, vous voyez, effectivement, ça fait l'essentiel des mutations. Il y a encore une zone grise, il y a à peu près un quart qui sont non mutés ou encore non connus. Et puis, il y a un certain nombre de mutations qui sont apparues, qui peuvent dépendre éventuellement des entités. On reviendra un petit peu sur celle-ci, qui est plutôt dans des formes plus agressives. Enfin, Et vous voyez que là, on est surtout sur des gènes de la voie des MAP kinases, essentiellement parce que notre NGS, on l'a ciblé sur la voie des MAP kinases, mais c'est vrai que dans ces pathologies, on a quand même l'impression que c'est surtout cette voie qui est touchée. Alors effectivement, maintenant on fait en NGS de façon assez standard, c'est-à-dire que d'abord, comme il y a une plus fréquente, la V600, on la cherche de façon ciblée, puis après on va chercher de façon plus large. Et vous voyez, quand on va chercher de façon plus large avec un panel, il y a quand même des gènes qui arrivent un petit peu plus fréquemment. Il y a BRAF autre que V600E et puis AMAP2K1, finalement on se rend compte que il n'y a pas de grande prédominance. C'est-à-dire que vous voyez que sur 36 patients mutés, il y a 19 mutations différentes et sur 63 patients mutés, il y a 27 mutations différentes. Donc on arrive à des types de mutations qui sont assez variés et qu'on n'aurait donc pas forcément pu avoir de façon ciblée. On n'aurait pas forcément pu avoir non plus parce qu'il y a le problème de fréquence allélique que j'ai évoqué tout à l'heure. Et quand on a des fréquences alléliques qui sont souvent à moins de 5%, parfois même moins de 1%, on est vraiment en difficulté pour les voir. Alors, il n'y en a pas trop de problèmes d'interprétation quand on a ce genre de délétion, parce que ça, on est assez sécurisé, il n'y a pas trop de risque de trouver des défauts, mais par contre, sur des mutations ponctuelles, à moins de 2%, moins de 1% sur un tissu, enfin sur un ADN extrait de paraffine, donc assez massacré par la fixation, il y a quand même pas mal d'enjeux par rapport à ça. Qu'est-ce que je devais dire d'autre? Non, c'était à peu près ça. Donc voilà, le panel qu'on utilise, il y a bien sûr d'autres gènes dedans. Alors chercher ces autres mutations, ça a quand même un intérêt aussi, parce que vous voyez ici une mutation sur MAP2K1, on peut cibler la mutation. Vous voyez ici que cette jeune patiente, le variant allélique, c'était moins de 1%. Effectivement, il y a quand même un risque, et il y a un risque de se tromper avec le NGS, de faire un faux positif. Et donc on est assez attentif à ça. Et bien sûr, et puis il y a aussi un risque de rater, parce qu'on est vraiment, malgré le fait qu'on va macrodisséquer sur les lames les zones riches en histiocytes, on est quand même un petit peu embêté. Et puis bien sûr, ces patients, ils répondent, c'est la série d'Apitié où finalement il y a quand même pas mal de patients qui répondent avec ces mutations. Voilà un autre exemple, un autre cas qui est en cours de publication, en fait une mutation de PTPN11, où là vous voyez effectivement intraméthénib, il y a moyen de cibler cette patiente qui était en échec de plusieurs lignes de chimiothérapie. Là c'était une forme maligne d'histiocytose qui était particulièrement agressive. Alors,
Il y a les mutations qu'on a vues donc, à partir d'ADN, extrait de prélèvements fixés incluant paraffine. Et donc, je vous dis, on fait d'abord une recherche de mutation V600E de BRAF, puis après, on fait un panel NGS. Et puis, on peut également chercher des translocations, puisqu'il y a eu quelques translocations qui ont été vues. Et il y a une technique qui a été développée récemment, qui est effectivement assez extraordinaire sur les tissus fixés incluant paraffine. On est vraiment, le formol, c'est effroyable pour l'ARN, et malgré ça, la technique fonctionne, y compris sur des blocs relativement anciens, des blocs qui ont 4-5 ans, ça marche quand même. Et effectivement, on commence, alors on n'a pas encore beaucoup de patients, mais chez ces patients pour lesquels on n'a pas vu de mutation V600E, pour lesquels dans un deuxième temps on n'a pas vu de mutation avec un panel NGS ciblé sur l'ADN, et bien on peut découvrir des translocations. Pour l'instant sur BRAF on en a 3, et vous voyez ici, donc en pratique le gène partenaire à chaque fois est différent. Bon. Ça va poser un problème aussi parce qu'en fait, ces différentes mutations, je vous ai montré qu'il y avait une quarantaine de mutations différentes qu'on avait sur BRAF ou MAP2K1, plus ces translocations. En termes de sensibilité au traitement, on va être embêté pour savoir est-ce que c'est sensible ou pas. Et on va avoir besoin de développer, je pense, des techniques in vitro pour essayer de voir, avant de traiter les patients, est-ce que ce type de mutation peut être sensible à tel ou tel inhibiteur pour pouvoir effectivement pas aller dans le vide. Donc ça, il n'y a pas que la détection de la mutation, il y a et son côté fonctionnel, il y a aussi est-ce qu'elle peut être ciblée par une thérapeutique. Là, c'est un autre patient. Il y a aussi quelques mutations de translocation. Donc, ça, c'est un patient où il y a une translocation de ALK. Et effectivement, vous voyez, ce patient-là, c'est des collègues allemands qui nous avaient adressé. Et effectivement, ça marche bien avec un inhibiteur qui était réputé pour mieux pénétrer au niveau du système nerveux central. Et effectivement, ça marche assez bien. Donc, ça vaut le coup d'aller chercher aussi ces autres mutations, ces translocations par NGS sur l'ARN extrait de paraffine. Donc ça, j'étais sur la voie des MAP kinases et le panel, il est quand même principalement ciblé sur ces gènes de la voie des MAP kinases. Après, il y a un deuxième élément qui est important également de ces dernières années, enfin tout est relativement récent, hein, c'est que c'est quelques patients dans la série, notamment de la Pitié, quelques patients avaient en même temps que leur maladie d'Hernan-Schuster un syndrome myéloprolifératif et c'était le premier travail, là où il y avait, avec également des patients du MSKCC, il y avait effectivement quelques patients, il y avait à peu près 10% des patients qui avaient un syndrome myéloprolifératif associé. Et vous voyez que, bon, là, il y a effectivement les gènes de la voie des MAP kinases, mais il y a les gènes classiques des syndromes myéloprolifératifs qui pouvaient être impliqués. Et donc, la notion de cette association, pas complètement rare, a un petit peu alerté. On est allé un petit peu plus loin, on avait regardé au niveau des progéniteurs hématopoïétiques et au niveau sanguin également, mais vous voyez que quand on va chez ces patients regarder au niveau de la moelle, les progéniteurs CD34, la mutation BRAF qu'on trouvait dans les tissus, on la retrouvait également au niveau, là, chez un tiers des patients, on la retrouvait dans les progéniteurs hématopoïétiques. Et puis quand on regardait en colonie développée à partir d'une seule cellule, eh bien, on retrouvait ces mutations, alors soit les mutations, la mutation BRAF, pardon, qui est ici, soit les autres mutations du syndrome myéloprolifératif. On avait quand même une impression, c'est que, enfin, même plus qu'une impression, c'est qu'en fait, il y a des différences de fréquence allélique extrêmement importantes. Les mutations TET2, SRSF2, elles sont dans beaucoup des cellules hématopoïétiques quand elles sont présentes, alors que la mutation BRAF, en général, je crois que ça ne figure pas forcément ici, mais elle est en très faible quantité. Hein. En général, les variants alléliques sont inférieurs à 2%. Il y a vraiment très peu. Donc c'est seulement une petite partie des cellules hématopoïétiques qui a cette mutation. La mutation de BRAF, alors que l'essentiel a les autres mutations. Et puis quand on va regarder dans les tissus, on fait dans l'autre sens, et on va regarder ces mutations de syndrome myéloprolifératif, on les retrouve également dans les tissus. Alors ça, c'est un travail qui est en cours, notamment avec Fleur Cohen-Aubard, où il y a beaucoup plus de patients, et on est en train de ramer à finir, mais sur pas mal de patients, on retrouve effectivement, ça c'était le premier cas de la série, mais on retrouve ces mutations, effectivement, elles sont présentes. Donc c'est probablement ce petit progéniteur-là qui s'est développé, qui a donné des monocytes qui sont allés se localiser dans le tissu et qui se sont mis à se différencier. À quel moment se produit la prolifération, c'est un peu
Difficile encore de le dire. Et puis ça pousse un petit peu plus loin dans la réflexion parce que finalement il y a quelques patients qui n'ont pas une vraie maladie d'Ardheim-Chester au sens maladie générale disséminée, mais qui ont uniquement ces lésions cutanées, vous voyez, autour des paupières, hein, ces xanthomes, donc xanthelasma. Et chez ces enfin, ils ont également par ailleurs une leucémie monocytaire chronique. Et là encore, on retrouve à la fois dans la LMC et dans dans les tissus hein, qui ont été analysés, prélevés sur ces paupières, on retrouve également ces mutations. Et ça change un peu le concept. On a même eu pendant ces 15 derniers jours, là, pendant Roland-Garros, dans notre petit hôpital de Boulogne, on a eu un patient avec une leucémie monocytaire chronique et des nodules de localisation de sa leucémie monocytaire chronique, dans lesquelles on retrouve effectivement les mutations de TET2, SRSF2, et puis une autre patiente avec une histiocytose de cellules de Langerhans et une leucémie monocytaire chronique, et là, pareil, on retrouve les mutations. Et finalement, dans le concept de cette maladie, qu'est-ce qui va différencier le patient avec une localisation de la leucémie monocytaire chronique sans différenciation particulière au niveau cutané de ces patients-là ou des patients qui vont avoir une localisation d'histiocytose cellule de Langerhans? Pas grand-chose, si c'était que le monocyte qui se promenait dans la MMC, il est capable, chez certains patients et dans certains tissus, alors là on parle de la peau, mais ça pourrait être au niveau de l'os, au niveau du périrein, au niveau du rétropéritoine, etc., de se différencier. Donc finalement, on est peut-être à une conception un petit peu différente de cette maladie, enfin de ces maladies en tout cas, plutôt chez l'adulte, chez la pédiatrie je pense que c'est un peu différent, mais pour lesquels il y aurait, au moins pour une partie des patients, un syndrome myéloprolifératif et puis une capacité de ces monocytes de se différencier dans les tissus, alors peut-être des fois que dans la peau et des fois également dans d'autres tissus, l'os, le périrein ou d'autres tissus, et finalement donner la symptomatologie qu'on trouve dans le Ardheim-Chester par exemple ou dans l'histiocytose à cellule de Langerhans par ailleurs. Donc la conception même de ces maladies peut évoluer avec l'analyse moléculaire qu'on peut faire et qu'on peut voir effectivement ces différentes mutations. Voilà. Mais bon, ça c'est pour la suite du travail. Et puis, je voudrais remercier en fait tous les personnes du réseau français des histiocytoses. Alors, je n'en ai cité que quelques-uns, mais effectivement, il y a quand même beaucoup de monde dans ce réseau histiocytose très, très actif. Et puis, les personnes du labo, puis des scientifiques à qui on collabore.